Louis-Charles de France voit le jour le 27 mars 1785, au château de Versailles. Il est le deuxième fils du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette. Pendant ses premières années, il grandit au cœur du luxe et de l'étiquette de la cour, entouré de précepteurs, de gouvernantes et d'une famille aimante. En 1789, son frère aîné meurt. Louis-Charles devient alors le dauphin de France, l'héritier direct du trône. Mais cette même année, la Révolution éclate. Le royaume entre dans une tourmente qui va tout emporter, y compris l'enfance de ce petit garçon. Le 20 juin 1791, en pleine nuit, la famille royale quitte secrètement le palais des Tuileries. Ils sont déguisés et voyagent sous un faux nom. Le roi espère rejoindre Montmédy, une place forte située en Lorraine, pour y trouver refuge auprès des troupes royalistes. Louis-Charles, lui, n'a que 6 ans. Il ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Dans le carrosse, il s'endort sur les genoux de sa mère, inconscient du danger. Mais le lendemain matin, à Varennes, leur plan échoue. Des patriotes, alertés par la rumeur, les reconnaissent. La famille est arrêtée, démasquée et renvoyée à Paris sous bonne garde. Tout au long du trajet du retour, le petit Louis aperçoit à travers la vitre une foule qui s'attroupe, des visages fermés, des cris hostiles. Lui, si jeune, sent déjà la haine monter autour de lui. Le 10 août 1792, la monarchie est abolie. C'est la chute. Le roi, la reine, leurs 2 enfants et leur fidèle sœur Élisabeth sont emprisonnés dans la tour du Temple. Louis-Charles a maintenant 7 ans. Dans sa cellule, son père tente de continuer à l'éduquer. Ils lisent, prient, parlent. Le roi cherche à maintenir un semblant de normalité pour son fils. Mais le procès approche. En janvier 1793, la Convention vote la mort de Louis XVI. Avant son exécution, on accorde au roi un dernier moment avec son fils. Leur entrevue dure moins d'1 heure. Louis-Charles comprend que son père va mourir. Mais peut-il seulement en saisir le sens ? Après la mort de Louis XVI, le petit prince est ramené auprès de sa mère et de sa sœur. Pendant quelques semaines, il retrouve un peu de chaleur et de réconfort. Puis, il est brutalement séparé d'elle. On le confie à Antoine Simon, un cordonnier, et à sa femme. Ce couple, choisi par les révolutionnaires, est chargé de rééduquer l'enfant. Au début, ils s'occupent de lui à leur manière, mais très vite, le traitement devient plus dur. On lui retire ses jouets, ses livres, son droit de parler. Il est isolé, humilié, privé de tout ce qui faisait encore de lui un enfant. En octobre 1793, au moment du procès de Marie-Antoinette, Louis-Charles est contraint de signer une déposition monstrueuse. Il accuse sa propre mère d'actes incestueux. Il ne comprend pas ce qu'il signe. Il n'a que 8 ans. Marie-Antoinette est exécutée le 16 octobre. Le petit Louis ne le saura jamais. Après le départ des Simons, ses conditions de détention se dégradent encore. On l'enferme seul dans une pièce dont les fenêtres ont été bouchées. Il n'a plus de lumière, plus de chandelle, plus de vêtements propres. Ses draps sont souillés, ses corps couverts de poux. Il est abandonné, dans l'ombre et le silence. Il souffre de la tuberculose. En 10 mois, il maigrit, tousse, délire parfois. Personne ne vient le soigner. Il ne voit plus aucun visage connu. Il ne reçoit aucune visite. Il est seul. Il meurt ainsi, lentement, dans l'indifférence la plus totale. Le 8 juin 1795, Louis XVII rend son dernier souffle. Il avait à peine 10 ans. Mais très vite, des doutes surgissent. Son corps n'a pas été montré. Il a été enterré discrètement, sans cérémonie digne de son rang. Des voix commencent à s'élever. Et si l'enfant du peuple n'était pas le vrai dauphin ? Et s'il avait réussi à s'échapper ? En 1800, un roman intitulé Le cimetière de la Madeleine alimente cette rumeur. L'auteur, Jean-Joseph Regnault-Varin, mêle fiction et documents historiques. Il sème le doute. L'idée d'un dauphin évadé fait son chemin. Le peuple s'emballe et les imposteurs apparaissent. Parmi eux, Jean-Marie Hervagot, un jeune homme, affirme qu'on l'a extrait du temple dans un sac de linge, déguisé en fille, et conduit jusqu'en Vendée auprès des royalistes.
Il dit avoir été reconnu par le pape lui-même à cause de marques sur son corps. Mais il ne se souvient de rien des 10 premières années de sa vie, ni de Versailles, ni même des membres de sa famille. Il finit par être arrêté pour usurpation d'identité. Puis vient Karl Wilhelm Nandorf, un horloger prussien. À partir de 1830, il affirme être Louis XVII. Il raconte une évasion, présente des lettres, cherche à convaincre. Certains anciens proches de la monarchie le soutiennent. Il se bat en justice pour faire reconnaître son identité. Mais il n'obtient jamais gain de cause. Sur sa tombe, il fit écrire « Ici repose Louis XVII, Charles Louis, duc de Normandie, roi de France et de Navarre, né à Versailles le 27 mars 1785, décédé à Delphes le 10 août 1845. » Il faut attendre plus d'1 siècle et demi pour que la science mette fin au mystère. En l'an 2000, le cœur de l'enfant mort au temple, qui avait été prélevé par le docteur Pelletan, est enfin analysé. Grâce à la génétique, on compare son ADN à celui de Marie-Antoinette, dont des cheveux ont été conservés. Et les résultats sont formels. Le cœur appartient bien au fils du roi et de la reine. Louis XVII est bel et bien mort à la prison du Temple, à l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, il repose dans la crypte royale de la basilique de Saint-Denis, aux côtés de ses parents. Son histoire reste celle d'une innocence sacrifiée, d'un petit roi qui n'a jamais régné, mais dont le nom a traversé les siècles.